Bonjour. Donc je m'appelle Jean-Marc Leroux, je suis président et cofondateur d'une société qui s'appelle Aeris, qui développe un moteur 3D entre autres qui s'appelle Minko, que je vais vous présenter. Et aujourd'hui je vais parler effectivement de WebVR un peu. Je vais vous faire un petit récapitulatif de ce que c'est WebVR et ce que ça permet de faire, des changements qu'il y a eu depuis l'an dernier, parce qu'il y en a eu quelques-uns quand même, ça commence à avoir de l'intérêt. Et puis surtout, je vais parler en fait de pas seulement WebVR, l'API, mais comment on va pouvoir créer du contenu en fait à destination de la réalité virtuelle, notamment comment est-ce qu'on peut créer du contenu de meilleure qualité plus facilement en WebGL avec des outils. Je vais notamment parler d'un truc que tout le monde connaît, je pense, tout ce qui est workflow, designer, développeur. Et voilà, comment on peut faire pour avoir des outils qui font du WebGL, qui sont open source, qui respecte la philosophie du web, mais qui propose un bon workflow designer-développeur et permet d'être productif pour, entre autres, la VR. Donc je suis très content d'être ici, c'est une très bonne date, c'est une date super importante, je pense, pour plein de gens dans la salle, notamment parce qu'aujourd'hui, c'est le début de The Walking Dead saison 6. Donc je pense que tout le monde est ultra content, voilà, c'est le 12 octobre. Donc en plus de WebGL Paris, on a The Walking Dead saison 6, donc ce qui est vraiment cool. Qui connaît pas The Walking Dead ici? Ok. Il y a des gens qui lisent le comics The Walking Dead? Ok. Ne faites pas les malins. Ok. Donc faut pas spoiler et c'est pas la peine de vous la péter en racontant que Glenn va crever tué à coup de batte de baseball dans le premier épisode. Ok. C'est pas le moment. C'est un privilège qu'on réserve aux gens qui font la présentation. Donc effectivement, je vais parler un petit peu de workflow et comment est-ce qu'on peut faire des applications plus facilement, c'est-à-dire sortir un petit peu les mains du code et redonner un petit peu la main au graphiste, parce qu'au final on fait du WebGL, le but c'est quand même de produire des trucs qui s'affichent à l'écran. Enfin, généralement, c'est pas toujours le cas manifestement, mais c'est souvent le cas. Donc, je vais commencer par présenter un petit peu ce qu'on fait chez Aeris avec une plateforme qui s'appelle Minko. Très simplement, c'est une plateforme en fait pour échanger des maquettes numériques 3D. Donc on va permettre de visualiser des modèles 3D extrêmement volumineux. Pour nous, notre cible, c'est plutôt les industriels, c'est plutôt l'entreprise en fait. Donc les architectes, les gens qui font de l'aéronautique, par exemple, de l'automobile. Et donc WebGL, c'est un super vecteur pour créer des plateformes collaboratives parce qu'on va permettre de facilement afficher des maquettes 3D, toutes les métadonnées qui vont avec, etc., sur un simple navigateur web. Donc on a commencé, nous, à faire du Flash il y a 5 ans. Et c'est vrai que WebGL, vu qu'on a pas mal d'entreprises qui mettent à jour le navigateur en ce moment, qui passent à IE11 ou Edge, ou alors qui font le choix définitif de passer sous Firefox ou sous Chrome, et ben, on a du WebGL qui marche vraiment assez facilement partout. Là où au contraire on voit que Flash, dès qu'on évoque le terme, ça fait très peur. Donc on a les deux options aujourd'hui pour faire la 3D sur le web, Flash et WebGL. Et c'est vrai que nous on est assez content du choix de WebGL. On est assez content aussi au niveau des performances. Donc il faut savoir que nous on pose des modèles qui vont jusqu'à 5 ou 7 gigas. Donc afficher 5 ou 7 gigas dans une page web, je vous mets le défi d'essayer, ne serait-ce que mettre une vidéo de 5 ou 7 gigas, vous allez bien rigoler. Donc des modèles 3D interactifs où vous baladez à l'intérieur, voilà, c'est très compliqué. Et on y arrive via des outils que je vais vous montrer. Même si ce n'est pas exactement le sujet aujourd'hui, je vais rapidement l'évoquer. Comment ça fonctionne? Donc sur minko.io, on a des plateformes que les gens peuvent utiliser, créer un compte, etc. Ça, c'est la partie commerciale. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la partie open source, donc ce que vous voyez en haut de l'écran. Comment ça fonctionne quand les gens ils uploadent des fichiers 3D, des très gros fichiers 3D? C'est impossible en fait d'afficher un fichier qui fait 5 gigas dans votre navigateur. Même si c'est possible, il faut réfléchir qu'on ne va pas télécharger 5 gigas dans votre page web et ensuite, une fois que c'est téléchargé, les parser et puis les afficher en WebGL, c'est complètement débile, ça ne marchera juste jamais. Donc il y a tout un système très compliqué avec des bases de données, avec du streaming 3D, j'en ai parlé la dernière fois, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais grâce à ça, on arrive à afficher des moteurs d'avion, des maquettes de moteurs d'avion complètes en WebGL. Donc c'est quand même ultra badass. Donc vraiment, au niveau performance, dans le navigateur, aujourd'hui, on peut faire des choses qui sont extrêmement impressionnantes. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la brique open source, donc le SDK qu'on distribue gratuitement en open source, et notamment quels ajouts on a fait dans le SDK, et on va proposer en open source pour faire de l'application et faire du workflow designer-développeur facilement. Et l'une des briques aussi qui va nous intéresser, c'est le converteur, qui est en fait un binaire qui va s'occuper de convertir tous vos assets à différents formats à un format qu'on a créé et qui est dans le SDK gratuitement et en open source. Donc si vous nous intéressez vraiment, c'est la partie du haut.
Vous pouvez aller voir sur GitHub, il y a un peu plus de 700 followers. Il y a des docs et des tests. C'est pas courant pour avoir un moteur 3D d'avoir des tests, mais il y a des tests, ce qui est plutôt cool. Je sais pas si vous connaissez la blague sur les testeurs software. C'est un testeur software qui rentre dans un bar, il commande 0 bière, il commande 1 bière, il commande moins 1 bière, il commande 1 million de bières. Voilà. Donc, quiconque a écrit des tests comprend facilement cette blague. Il y a des add-ons, etc. Entre autres pour la VR, je vais y revenir. Et donc ce fameux format .scène, parce que pour les noms de format, on est trop de talent. Donc les scènes, elles sont stockées au format .scène. Et vous serez sûrement choqué d'apprendre que les textures, par exemple, sont sauvegardées au format texture. Voilà. J'y reviendrai. Donc ce qu'on utilise, nous, on ne fait pas de JS. Parce que, comme j'ai expliqué, on venait du Flash. Et ça paraissait être une régression par rapport à un langage comme l'ICE3. Alors c'est plus tellement vrai maintenant avec les nouvelles normes comme ES6. Mais voilà, on venait d'un outil propriétaire et avec beaucoup de séquelles. Ça aussi, je reviendrai en détail. Et on ne voulait pas retomber en fait dans le piège où on va réutiliser des frameworks JS et on serait piégé par les frameworks qu'on utilise. Et donc on voulait vraiment partir de quelque chose qui était complètement open, qui était vraiment standard le plus possible. Et surtout, le gros piège qu'on voulait éviter, c'est de tout recoder en JS. Parce que finalement, quand on fait du WebGL, on se retrouve à dire, tiens, je veux un moteur physique, je vais recoder un moteur physique en JavaScript. Ok ? La fausse bonne idée. Donc on a capitalisé sur notre expérience du C++, on utilise Mscripten, donc un outil que vous connaissez sûrement, que j'avais présenté la dernière fois, qui va compiler du code C++, notamment du code C++ 11, donc du C++ dit moderne, avec des choses qui viennent notamment du JavaScript, comme les lambda fonctions ou du typage automatique, entre guillemets, et une sorte de garbage collection. Et donc tout ça, ça va compiler nativement du code C++ vers JavaScript, ce qui nous permet de faire des applications qui vont marcher, vous allez le voir, sur Android natif, sur iOS natif, sur Linux, Windows, Mac, et évidemment dans le navigateur en JavaScript. Donc une petite nouveauté cette année dans Mscripten, mis à part des milliers de corrections de bugs et une compilation qui est bien plus rapide qu'avant, c'est que ça supporte les threads. Donc ça va émuler des threads. Donc dans le navigateur, on n'a que accès à des workers. Donc c'est une version extrêmement limitée des threads. C'est vraiment les... Bon, faut pas se vexer, mais c'est les threads pour Gogol, quoi. Enfin, c'est les threads pour enfants. C'est normal que ce soit implémenté comme ça parce qu'il y a beaucoup de limitations techniques. Et au final, tous les gens qui font des threads, généralement, on le fait très mal. Donc tous les gens font, je vais faire un thread pour régler un problème. En fait, ils ont 2 problèmes. Et en fait, rapidement, ils ont une thread pool, donc ils ont N problèmes qui se propagent partout, ils comprennent plus rien. Mais ce qui est bien, c'est que il y a plein de bases de code qui utilisent des threads qui peuvent maintenant être cross-compilés en JavaScript. Et donc, ça va émuler les threads directement dans le navigateur avec de la mémoire partagée. Voilà. Donc ça, c'est un super ajout parce que pour info, ce qui manquait jusqu'ici, effectivement, à Mscripten, c'était la gestion des threads. Donc sur les performances, on obtient environ 2 fois la performance du natif. Ça veut dire que ça va 2 fois plus lentement que du natif. Donc c'est vachement rapide. WebVR dans tout ça. Donc WebVR, comme son nom l'indique, parce que les mecs aussi sont super originaux pour les noms, hein, WebVR, c'est une API web pour faire de l'Oculus. Donc très simplement, jusqu'à WebVR, il y avait toute une solution avec des serveurs qu'on installait, qui étaient vraiment pourris pour plein de raisons. Donc il fallait installer en fait un serveur natif, il y avait de la latence parce que ça passait par des sockets, des WebSockets. C'était extrêmement lent, mais ça fonctionnait. Et donc le but en fait, c'est de remplacer ça par la NP-API, d'avoir le navigateur qui parle directement avec le service de l'Oculus par exemple. Donc l'intérêt de WebVR par rapport à toutes les autres technos, c'est que d'autres elles sont plus maintenues déjà. Hein, parce qu'ils ont vu WebVR, ils ont fait ça, c'est bon, j'arrête. Ils sont barrés, ils ont foutu le camp. Et donc c'est supporté depuis fin 2014. Ça marche assez bien. Et pour moi, un des véritables intérêts de WebVR, il rejoint très fortement l'intérêt du web et du WebGL en fait. C'est quand vous faites du WebGL, vous allez avoir quelque chose qui est accessible, que vous allez mettre directement sur une page web et vous attendez à ce que ça marche partout. Normalement, c'est le cas. Ça marche sur Linux, sur Windows, sur OS X, même sur Android ou sur iOS sans problème. Et c'est vrai que pour ceux qui ont déjà développé avec l'Oculus, ils ont dû se rendre compte qu'à chaque fois qu'ils font une mise à jour, ça pète tout. Genre vraiment tout. Donc récemment, Oculus, ça marche même plus sur les laptops. Donc c'est un gros problème. Et donc ce qui est intéressant en fait, c'est que WebVR, c'est l'esprit du web, c'est l'esprit du navigateur. Ça va abstraire en fait tout le hardware
et essayer de faire en sorte que, voilà, quel que soit le casque de réalité virtuelle que vous utilisez, ça va marcher. Donc pour l'instant, c'est surtout compatible avec l'Oculus, mais c'est en train de plus en plus de démocratiser. Il y a un effort qui s'appelle OSVR pour voilà, homogénéiser tout ce qui est API de VR, et donc il y a une réflexion en cours sur le support d'OSVR dans WebVR pour vraiment supporter plein de matériels différents, et donc respecter l'esprit du web. Donc nous, par exemple, quand on a des démos à faire, c'est vrai qu'on a tendance à se faire une web app et à distribuer la web app et à l'installer, pourquoi pas, à la mettre en local sur le PC. C'est souvent plus rapide et moins contraignant que de faire une app native où on ne sait pas si elle va se lancer correctement. Voilà. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que entre-temps, donc avant il y avait une API Chrome, il y avait une API Firefox qui était exactement la même, sauf que les kékés chez Firefox, ils ont mis Moz devant, et les kékés chez Chrome, ils ont mis WebKit devant. Voilà. Enfin, ils avaient mis chacun leur préfixe, et donc les préfixes, ils ont sauté. Et donc maintenant, ça marche avec la même API partout, et avec le même comportement que vous essayez dans Chrome ou dans Firefox. Une autre bonne nouvelle, je reviendrai à la fin, c'est que c'est en train d'arriver aussi dans le Chrome Dev Channel sur Android. Et donc on commence à avoir l'API qui marche même sur mobile. Et à quoi ça peut servir, je vous montrerai à la fin. Donc l'API, elle est unifiée, donc il n'y a plus de préfixe, et c'est super cool. Donc ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir récupérer une liste en fait de devices de réalité virtuelle. Pour l'instant, ça se concentre beaucoup en fait sur la visualisation et sur tous les capteurs d'accéléromètre, etc., etc. Et donc c'est assez trivial à utiliser en fait. Et donc vous allez pouvoir récupérer des objets qui vont vous donner en fait d'une part le HMD, donc la partie casque, et d'autre part la partie sensors. Donc ça jusqu'ici il n'y a rien qu'à changer par rapport à l'an dernier, donc c'est pas très intéressant. C'est vraiment du code JS trivial. Ce qui est intéressant, c'est donc la partie vraiment qui était différente entre Mozilla et Chrome, qui a été préfixée ici. Elle est plus préfixée, donc vous pouvez avoir du code qui marche partout. Donc vraiment, ce qui est clé dans la WebVR, c'est qu'on va demander en fait l'accès au full screen, et quand on va passer en mode full screen, au lieu de passer en mode full screen de façon classique, on va lui passer en fait le casque de le HMD, le casque de VR qu'on veut utiliser. Donc c'est vraiment trivial à utiliser, c'est très simple. Et donc en fait, WebVR, ce qu'il fait, vous devez juste vous occuper de rendre une image coupée en deux, et après lui, il va directement la projeter dans l'Oculus, gérer correctement le driver, etc., etc. Donc c'est vraiment très simple. En 10 lignes de JavaScript, vous avez une application de VR qui fonctionne. Donc nous, on a fait un composant qui s'appelle VR Camera, qui permet, quand on met une VR Camera, d'avoir une caméra VR, c'est aussi simple que ça. Jamais oublier d'avoir un FPS très élevé, ça reste aussi une des faiblesses du navigateur web, c'est que monter au-delà de 60 FPS, c'est pas forcément facile, voire c'est impossible en fait. Or, pour avoir 60 FPS dans chaque œil, il faut du 120 FPS, c'est logique. 60 x 2, ça fait 120, c'est pas moi qui l'invente. Donc il y a une contrainte là-dessus, les expériences en WebVR sont quand même moins réactives et moins fluides généralement que ce qu'on a dans du natif. Mais encore une fois, c'est contrebalancé par le fait que ça marche souvent mieux en termes de compatibilité, étrangement. Donc on avait présenté l'année dernière une petite démo que je vais remontrer, et c'est ça qui nous a poussé en fait à faire les choses différemment. Donc je ne sais pas si on va voir grand chose à l'écran parce que c'est très très sombre. Donc on avait, ce qu'on avait montré l'an dernier, c'était une expérience. Merci. Donc c'est une app web VR qui est sur oculus-rex.com, où donc c'était la scène dans Jurassic Park où on est coursé par le T-Rex. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle chez nous, chez Harris, un rush. Donc on fait ça en 48 heures. Ça veut dire qu'on commence le vendredi soir, on n'a rien, et puis le dimanche soir, on a ça. Voilà, donc c'est pour tester WebVR, et c'était pour mettre à l'épreuve notre SDK, pour dire voilà, c'est gratuit, c'est open source, mais si on peut rien faire avec, c'est pourri. Donc on va se mettre nous-mêmes à l'épreuve, et qu'est-ce qu'on peut faire en 48 heures? Donc on avait un dino animé, on a du son positionnel, on a vraiment essayé de faire une expérience de VR qui était chouette. Et donc là, le but, c'est de ne pas se faire bouffer par le T-Rex. Donc on sait s'il est à droite ou à gauche en fonction du son, on peut regarder dans le rétro qui est à gauche, mais si je regarde dans le rétro, je vois plus la route et je vais me planter. Etc., etc. Donc vraiment une expérience immersive qui a pas mal plu. Donc là, je vais me faire décapiter par le T-Rex et je me vois tomber dans la gueule du T-Rex. C'est charmant. Voilà. Et donc on a fait ça en 48 heures. 48 heures assez traumatisantes, comme vous pouvez l'imaginer. Donc voilà, c'est une dizaine de personnes pendant 48 heures. Et donc pour rappel, ça fait environ 2000 lignes de code C++11, donc c'est pas indigeste non plus. Hein. On dirait, ah là c'est super verbeux C++, mais en fait pas du tout.
On a cette l'occasion de mettre des fixes sur Emscripten et des fixes sur Chromium et de tester WebVL, WebVR, WebAudio, WebGL. Et en fait, ce qu'il en est ressorti de cette expérience-là, c'est qu'on a perdu énormément de temps sur des trucs complètement débiles en fait. Des trucs sur lesquels on perd pas de temps en 2D, ou beaucoup moins, et donc on a essayé de retrouver la fluidité qu'on a sur un développement 2D avec de la 3D. Donc on a perdu beaucoup de temps sur les assets versus le code. En gros, les graphistes, quand ils font des assets 3D jusqu'ici, et que vous avez que du code à côté, ils sont vraiment impuissants. C'est-à-dire qu'ils vont vous mettre des assets 3D, et ils ne peuvent pas faire grand-chose à part la modder et les textures. Donc ils ne peuvent pas, par exemple, caler leurs propres effets graphiques, paramétrer des scripts, des choses comme ça. Ils peuvent faire très très peu de travail à part la 3D pure. Et au final, vous avez des développeurs qui à côté connaissent pas vraiment la modélisation 3D et ils peuvent pas faire grand chose sans un graphiste. Et donc du coup, c'est vraiment vraiment compliqué. Vous avez énormément d'allers-retours qui servent à rien. Pour tester, c'était très compliqué parce qu'à chaque fois, on devait lancer le jeu et aller là où ça merdait et puis relancer. C'était extrêmement long, extrêmement fastidieux. Donc on trouvait un moyen, on voulait trouver un moyen d'isoler en fait les parties qui posaient problème. Et puis après, on passait beaucoup de temps à faire des builds. Donc on travaillait que en natif sous Windows avec Visual Studio. Et puis après, on compilait en HTML5 et on voyait ce que ça donnait. Parce que compiler en HTML5, il fallait faire de la ligne de commande, il fallait reprocesser des assets pour les convertir au format HTML5. C'était très très long. Alors c'était quand même relativement modulaire parce qu'on avait un système de script déjà. Et on avait une qualité visuelle qui n'était pas trop dégueu. Même si au final, on a passé beaucoup de temps pour arriver à ce résultat-là, on aurait pu faire ça beaucoup plus rapidement. Donc, comment faire mieux? Donc, ce qu'on voulait faire avec un nouveau projet client qui arrivait cet été, c'était améliorer le workflow et faire en sorte que les designers puissent faire beaucoup plus de choses. Donc, on voulait travailler sur un éditeur graphique. On voulait pouvoir facilement scripter et configurer des scripts. On voulait qu'un designer puisse configurer des scripts. Par exemple, vous avez quelque chose qui s'affiche à l'écran avec une animation. On voulait qu'il puisse configurer l'animation qui est dans le shader avec un script, lui, directement dans une interface. On voulait qu'on puisse tester en temps réel. On voulait pouvoir afficher la scène, avoir l'app d'un côté, avoir l'éditeur de l'autre, et quand je change un truc dans l'éditeur, ça change dans l'app. On voulait plein de trucs. On dirait une pub LCL là. Oui, je rêve, un truc comme ça. On voulait plein de trucs. Les mecs super ambitieux. En gros, les mecs, ils auront compris. On voulait refaire Unity, quoi. Voilà. Ce qu'on voulait aussi, c'était pouvoir tirer d'autres parties d'autres technologies de rendu, parce qu'on s'est rendu compte que les shaders, c'est bien, on peut faire des choses super. Mais WebGL, c'est quand même ultra limité par rapport à ce qu'on peut faire avec de l'OpenGL 4 ou du DirectX 12. Donc on va pas pouvoir non plus péter la baraque. Qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser des choses au moment de l'authoring pour avoir des meilleurs rendus et améliorer la qualité du rendu, notamment avoir des éclairages plus photoréalistes et de l'illumination globale. Et donc on est tombé amoureux de Blender. Pourquoi Blender? Donc là, il faut remonter à l'époque où on faisait du Flash, parce qu'à l'époque où on faisait du Flash, on a eu exactement le même problème. Donc on faisait du Flash, le Flash c'est Adobe, et donc on s'est dit, on a besoin d'un éditeur 3D, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre propre éditeur 3D, et on va le faire en Flash évidemment. Okay, c'est vraiment pourri comme idée. On y a passé 2 ans, donc on y a dépensé énormément d'argent, okay, on parle de centaines de milliers d'euros, et c'était vraiment pourri comme idée. Et pourquoi on l'a fait? Parce qu'à l'époque, on faisait du Flash. Et que quand on fait du Flash, et qu'il y a une lib qui n'est pas disponible en Flash, on la porte en Flash, on la réécrit en Flash. Quand il y a un outil qui manque en Flash, on fait du Flash, parce qu'on est dans un écosystème fermé, propriétaire. Et donc ça, c'est un truc que beaucoup de gens qui font encore du Flash ont du mal à comprendre, c'est qu'il y a une logique en fait Flash, qui n'est pas la logique du web, et ça se traduit par des choses complètement irrationnelles comme ce qu'on a fait. Et donc, quand on a commencé à refaire du C++11 et à relever vers du web et des standards, on a commencé justement à changer complètement de philosophie et à de plus en plus utiliser d'outils existants. Donc Emscripten, c'en est un. J'y reviendrai, on utilise pour la compilation des shaders, on a un outil tout fait qui compile et optimise les shaders automatiquement. On intègre Bullet comme moteur physique, parce que Bullet c'est fait par Disney, c'est trop bien. Donc on peut utiliser le moteur physique de GTA V dans notre app. Voilà, parce que c'est open source, c'est ouvert. Et donc on a eu les mêmes réflexions sur l'éditeur graphique. On s'est dit, pourquoi pas utiliser un truc existant qui torche. Et donc on a choisi Blender. Ce slide ne veut rien dire, parce qu'il s'appelle même pas Blender, il s'appelle Bender. C'est débile, ok? Mais enfin voilà, c'est à une lettre près, on y est quoi. Voilà. C'est quand même pas mal. Donc Blender c'est open source. C'est cross-platform. Il y a une communauté qui est très réactive. On a posté des bugs et on a aidé à corriger des bugs. Et c'est vraiment dans les 4 à 6 heures, vous avez des mecs qui vous répondent. Notamment les gens qui travaillent sur le plugin FBX. C'est des Français. Ils répondent à une vitesse incroyable. Donc très bonne communauté. C'est scriptable. Et ça qui va nous intéresser, c'est qu'on peut modifier Blender sans s'emmerder à le recompiler. Et surtout dedans, il y a un truc qui s'appelle Cycles, qui est le nouveau moteur de rendu qu'ils ont sorti il y a environ 2 ans.
et qui est un truc qui est juste comparable à ce que vous avez chez Pixar, de plus propriétaire et de plus cher, plus compliqué à utiliser. C'est gratuit, c'est open source. Voilà. Pour petit rappel, Blender, ça a servi à faire la trilogie Matrix. Donc c'est quand même pas dégueu pour un truc open source et gratuit. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Le premier truc dont je vais parler, c'est les lightmaps. Comment on a généré nos lightmaps grâce à Blender. Petit rappel, c'est quoi une lightmap? Alors en fait, une lightmap, il faut comprendre, c'est une texture qui va stocker tout l'éclairage en fait de votre scène. Et donc comme elle stocke l'éclairage, on peut prendre beaucoup de temps à la calculer, c'est pas très grave. On peut faire vraiment des algorithmes très très précis en termes d'éclairage. C'est dans une texture, donc après, quand on va l'utiliser dans le shader, c'est juste aller sampler la texture. Comment ça marche exactement? Je pense que pour bien comprendre les lightmaps, il faut avoir Vin Diesel. Ok. Donc Vin Diesel en mode Fat and Curious, comme vous l'avez à gauche. Voilà, il est pas super sexy. Ok, c'est pas les chroniques de Riddick là. Ok. C'est plutôt les ch'tis à Miami là, concrètement. Et donc en fait, on prend un Vin Diesel, ça va être notre map de diffuse, ok, classique comme ça. C'est les assets tout nus. Enfin, on sait pas s'il est tout nu, mais peut-être qu'il est. Enfin bref. Et on ajoute un t-shirt noir. Là, c'est notre light map. Et là, tout d'un coup, on obtient, voilà, le Vin Diesel de notre enfance, musclé, et c'est gagné. Ok. Light map, c'est pareil. Donc c'est le même principe, c'est on prend tout ce qui est diffus, sans éclairage, on va le multiplier par une map d'éclairage, qui est ici un t-shirt, et ça va donner Vin Diesel avec un t-shirt, donc quelque chose qui est light mappé. Plus sérieusement, la différence entre une scène avec et sans light map, on la voit ici, donc à droite vous avez des light maps, à gauche vous n'en avez pas, donc à gauche vous avez genre Half-Life 1, et à droite c'est déjà un truc un peu plus raisonnable. Et donc ce qui est vachement intéressant, c'est que toutes ces light maps là, c'est les artistes qui ont le contrôle dessus, qui peuvent placer leur lumière, tout est statique. Et donc, quand l'artiste va ajouter une lumière, vous n'allez pas être obligé de lui défoncer la tête à coup de batte de baseball parce que le FPS est divisé par 2. On s'en fout. Il peut en mettre 8, 12, 3 milliards. C'est sa machine qui va le calculer, ou un réseau de machines. C'est tant pis pour lui. C'est lui qui va rester le soir pour voir les pixels se dessiner. C'est sa merde à lui. Voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc déjà, ça soulage. Donc c'est super important d'avoir des jolis light maps. Donc ce que je vais vous montrer, c'est justement comment ça marche dans Blender. Donc pour ça j'utilise une Blender Nightly, puisque donc il y a quelques fixes qui ont été faits. Les Blender Nightly, il y en a quasiment une par semaine je crois, donc c'est vraiment très très souvent. Et donc pour ça je vais vous montrer une scène que j'ai préparée, une scène toute simple. Voilà, donc ça pour ceux qui connaissent, c'est une sorte de cornel box, donc c'est une sorte de boîte avec deux murs de couleurs très vives. Et donc l'intérêt de la cornel box, c'est de voir justement comment les couleurs vont interagir entre elles en fait. Donc là, ce qu'on voit dans Blender, en fait, c'est le rendu qu'on aura en temps réel en fait dans WebGL si on ne fait pas plus d'efforts que ça. C'est-à-dire que j'ai des formes. Là, j'ai un éclairage plutôt simple avec une lumière directionnelle. C'est vraiment très très cru et c'est pas très beau, honnêtement. C'est pas très intéressant. Normalement, quand on a une lumière qui touche le mur vert qui est ici, on s'attend à ce qu'il y ait de la radiosité et que le mur vert éclaire le sol, par exemple. On s'attend à ce que ce soit pareil pour le mur rouge ou que le mur bleu qui est ici, enfin le cube bleu, pareil. Il émette, voilà, il redistribue de la lumière et donc on a un jeu de lumière assez sophistiqué dans la scène qui va être intéressant. Donc, ce qu'on permet de faire en fait, on a fait un petit plugin Blender, donc c'est 3000 lignes de Python, tout ce que je vais montrer, donc c'est vraiment relativement succinct. Donc on a rajouté un petit panneau qu'on voit ici dans Blender qui permet de calculer les lightmaps. Et donc ce qui est important, c'est que c'est le graphiste qui va pouvoir mettre ses réglages et calculer les lightmaps et à chaque fois voir le résultat et voir si c'est joli ou pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait le graphiste, il peut directement activer le rendu dans Blender et il voit directement ce qu'il va obtenir en fonction des réglages qu'il a mis assez rapidement. Donc le graphiste, il peut itérer, il peut déplacer ses lumières, il peut faire tout ce qu'il veut. Il voit ici un rendu qui est vraiment quasi temps réel. Ah, je bouge dans la scène et on voit que tout est recalculé à chaque fois, avec une version approximative, mais quand même intéressante du rendu qu'on va avoir après. Et donc en fait c'est assez simple. Pour calculer les lightmaps, je vais juste cliquer sur un bouton. Et donc là après on va voir dans la ligne de commande il se passe plein de trucs. Donc là j'ai 8 objets. Donc ce qu'il fait déjà c'est qu'il va calculer un nouveau set de coordonnées textures pour l'éclairage. Parce qu'il y en a un qu'on utilise pour les textures, un qu'on utilise pour l'éclairage. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais disons que c'est le seul moyen d'avoir des jolies textures d'éclairage. Donc ça c'est un travail que avant nos graphistes ils faisaient à la main. À la main ils allaient créer un nouveau jeu de textures juste pour l'éclairage et c'est extrêmement long et fastidieux.
Et ensuite, il devait rendre les textures d'éclairage une par une, et les associer à chaque objet dans 3ds Max. Et donc ça, honnêtement, pour faire un modèle qui ressemblait à quelque chose, ça pouvait prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour avoir un résultat satisfaisant. Alors que là, moi j'ai juste cliqué Bake comme un gros kéké, et en fait, dans 30 secondes, ça aura fini de calculer ma scène, et je pourrais vous l'afficher. Donc là, on voit les différents réglages qui ont été faits. Ce qui est intéressant, c'est que Cycles, quand il peut, il va passer par votre GPU, ce qui fait que vous allez avoir des rendus vraiment relativement rapides. Normalement, cette scène-là, il faut 49 secondes, entre 49 secondes et 1 minute 30, donc c'est vraiment très très rapide. Là où généralement, il faut plusieurs heures, justement parce que ça utilise le GPU, avec des techniques un petit peu comme celle que tu évoquais tout à l'heure. Et donc là, effet démo, il est en train de me passer je sais pas combien d'heures sur une lightmap, alors qu'il ne devrait pas. Mais il va finir par la calculer. Voilà, 5 sur 8. Donc là, on voit la progression. Et donc quand il sera à 8 sur 8, on pourra aller voir les textures qu'il a générées. Donc les lightmaps, ça ressemble à quoi? Ça va ressembler à des textures comme ça. Là, elles sont en 128 par 128, donc elles sont relativement petites. Là, on va voir la tête du singe sur le sol, par exemple, ou l'ombre d'un des deux cubes. Donc c'est des textures comme ça qui va générer. Alors là, j'ai que des cubes en fait dans ma scène, alors c'est à chaque fois le même motif. On va voir qu'il y a la lightmap de la tête de singe, par exemple, voilà, qui est ici, où là on voit que toutes les facettes ont été complètement découpées, et on voit qu'il a été fortement teinté par le mur rouge qui est à proximité. Donc ça, c'est généré automatiquement par Blender, c'est ce qu'il vient de faire, et donc j'ai pas grand-chose à faire. Et donc, quand je vais lancer mon app, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va directement convertir tous les PNG qui ont été créés et qui va me compiler l'app et me la lancer. Donc là, ce qui est vraiment super bien, c'est que là, je vous ai montré comment un graphiste il va générer lui-même l'éclairage et tout ce qui va faire que l'application est vraiment jolie, ou en tout cas en grande partie, mais surtout qu'il va pouvoir lancer l'application. C'est un graphiste qui va lancer l'app directement et qui va voir à l'intérieur comment ça rend. Donc là, on a l'app qui s'est lancée, et donc on voit qu'on a un résultat qui est vraiment très proche de ce que j'avais dans mon éditeur graphique. Et donc le graphiste, normalement, il est content. Donc il peut préparer chacune de ces scènes comme ça, calculer l'éclairage, et ensuite le mettre sur le dépôt Git, et ça marche directement. Donc on a automatisé à peu près tout. On peut configurer par objet, ou globalement pour la scène, comment vont être rendus les lightmaps. Donc là, j'ai fait un rendu très simple. On peut diriger le nombre de rebonds, etc., etc. Donc c'est vraiment très très complet. Et ça, c'est grâce à Blender. Donc on n'a vraiment rien fait. On est des gros fumistes. On a ajouté 4 boutons. Non mais c'est vrai, hein, ça fait vraiment 200 lignes de Python pour faire ça. Et directement, on a des super lightmaps dans notre app, et c'est vraiment génial. Ensuite, on s'est intéressé au script parce qu'on s'est dit, à partir du moment où le graphiste il peut lancer la scène, bah, ce gros feignant, il va commencer à coder un peu, hein, parce que bon, on le paye quand même assez cher. Donc pourquoi pas le graphiste, il pourrait rajouter et configurer des scripts. Et c'est là que, curieusement, on s'est rendu compte qu'en fait, faire du C++, c'était un avantage par rapport à faire du JavaScript. La levée de bouclier, non, c'est de la merde, c'est n'importe quoi. Et je vais vous dire pourquoi, vous allez voir juste après pourquoi. Et donc c'était assez inattendu, mais on a fait des trucs que je trouve plutôt badass, plutôt complexe, très facilement parce que c'est du C++. Donc qu'est-ce que c'est un script déjà? Bah, c'est une classe en fait qui va avoir une méthode start, update et stop. Donc start, c'est quand le script est ajouté à la scène et qu'il y a une première frame qui est rendue. Update, c'est à chaque frame, et stop, c'est quand le script est enlevé en fait de la scène. Donc très simple, avec ça vous codez à peu près n'importe quoi. Tout ce que je vais vous montrer après d'ailleurs comme exemple, ça c'est codé avec ça en fait. Et donc nous, ce qu'on va permettre de faire quand vous êtes dans Blender, ça va être d'aller ajouter un script. Donc vous avez un petit bouton ici en bas à droite qui s'appelle Add Script. Donc ça fait partie des panneaux qu'on a rajoutés juste ici. Et donc en fait, quand on va cliquer sur Add Script, on va permettre de sélectionner un fichier C++ qui va définir justement le script. Et donc c'est ce qu'on a fait en premier, on était super content, le script il se lançait, etc., etc. Mais comme vous le voyez en bas à droite, ce qu'on a réussi à faire également, c'est qu'on a rajouté une interface pour configurer le script. Et donc ça c'est vraiment important parce que ça va permettre, si j'active le script et que je relance mon app, vous allez voir maintenant mon cube il va tourner. Donc ça permet au graphiste en fait de mettre des valeurs différentes, d'avoir des animations procédurales, de pouvoir animer plein d'effets graphiques et plein de comportements, la vitesse de la caméra, etc., etc., sans avoir la moindre idée de comment ça marche derrière. Ce qui est le principe d'un graphiste.
Donc ici, par exemple, on voit que la rotation elle a un axe et une vitesse, par exemple. Donc ça, comment c'est déclaré dans le code? Donc c'est très simple. On a le répertoire src, on a un script qui s'appelle rotate script. Et donc en fait, c'est déclaré sous forme de getter. En fait, j'ai 3 getters, ça peut être ici des propriétés publiques. Et ça va récupérer ça dans le code et m'en faire une interface custom pour chaque script. D'ailleurs, si je modifie le fichier en temps réel, ça va mettre à jour l'interface dans Blender en temps réel directement aussi pour refléter les changements, si j'ajoute une propriété, etc., etc. Et donc ici, on peut régler la vitesse, l'axe, ou si la rotation se fait avant ou après la translation. Et donc pourquoi c'est plus facile à faire en C++? Pour une raison très simple, qui est ça. En C++, on a des types. Donc en C++, quand je fais une propriété qui est de type vector3, quand je vais parser mon code C++, eh ben, je vais savoir quel est le type de la propriété et pouvoir directement afficher l'interface qui correspond. Donc par exemple ici, un vector3, ça va s'afficher sous forme d'un vector3. Okay, et ça paraît bête comme ça, mais je n'ai pas à documenter mon code de façon obscure pour dire quel type c'est. Directement, il va comprendre quel code c'est. Quel type c'est. Donc c'est pareil pour les booléens, pour les vector3, donc on supporte une vingtaine de types en tout. C'est assez exhaustif. Et donc on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est que pour faire ça, c'est pareil. Vous allez dire, ouais mais c'est du code C++, à parser c'est horrible par rapport à du code JS où on a plein de VM qui font plein de trucs de fou. Eh bien non, parce que grâce à la communauté, on a libclang. Donc Clang, c'est le compilateur, un des compilateurs C++, utilisé notamment par Xcode pour faire vos applications iOS ou OS X. Et en fait, libclang, c'est une bibliothèque qui permet d'utiliser le parseur du compilateur directement. Donc grâce à libclang, on récupère directement tous les getter-setters, leurs types, etc., etc. Et en 10 lignes de Python, parce qu'il y a en plus des bindings Python, genre c'est vraiment la providence, et ben on fait ça en 10 lignes de code. Donc c'est vraiment, vraiment très pratique. Et après on s'est dit, ok, bon, je peux régler mes scripts, c'est cool. Mais il y a un petit truc qui m'ennuie, c'est que j'aimerais bien pouvoir en fait éviter d'avoir à relancer l'app pour tester un truc. On l'a tous fait. J'ai mis une valeur, elle est pourrie ma valeur. Il faut que j'aille dans le code, je change ma valeur et je relance mon app. J'aille à l'endroit où il y avait la valeur qui était utilisée pour voir si elle se comporte correctement. Ça, c'est horrible. Et donc, on s'est dit, ce serait vraiment fou si on pouvait changer les valeurs des scripts pendant qu'ils tournent. Donc là, vous voyez une vidéo où justement, je lance la même scène. Donc, on a le script qui fait tourner le cube. Je vais mettre l'application à droite et je vais mettre Blender à gauche. Donc là, vous voyez, je vais par exemple déplacer des objets. Donc déjà, si je trouve qu'un objet n'est pas au bon endroit, je peux le déplacer et directement dans l'app, ça va le déplacer. Donc ici, c'est très simple, on a un protocole socket en fait, qui envoie du JSON et qui va automatiquement tout synchroniser entre mon app qui tourne et l'éditeur. Alors on va synchroniser, là on voit la position des objets, on va aussi positionner la position de la caméra et juste après, je vais vous montrer pour les scripts. Et donc c'est super puissant parce que ça permet très facilement de retoucher la scène pendant qu'elle tourne. Et comme ça passe par une socket, bah, je peux être dans mon navigateur en WebSocket, je peux être sur mon téléphone Android, dans le navigateur, dans la pièce d'à côté, parce que j'aime bien faire chier, alors que je pourrais être à côté, c'est vrai. Et donc, grâce au socket, en fait, ça va vraiment marcher sur n'importe quel device, n'importe où, et c'est super pratique. Voilà, donc ce que vous pouvez même faire, c'est lancer le serveur de debug, avoir votre app qui tourne en WebGL, en iOS et en Android, et synchro tout en même temps et voir les différences de comportement selon la plateforme sur laquelle vous êtes. Ça va synchroniser tout ensemble directement. Donc c'est super pratique. Dans le cas des scripts, par exemple, donc on va avoir un exemple ici où simplement je vais sélectionner en fait le cube qui a un script dans Blender. Et donc là, par exemple, j'ai changé la vitesse de rotation. Là, j'ai mis 0, là, je vais mettre 0,2. Et donc, c'est vraiment très facile pour n'importe qui d'aller paramétrer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dans la scène. Donc, mon graphiste, quand il me livre la scène, là, évidemment, c'est un exemple à la con. Mais quand il me livre ma scène, je vais vous montrer d'autres exemples après, elle est directement intégrée avec des scripts à l'intérieur. Donc, les développeurs font des scripts et les graphistes peuvent facilement les ajouter par-dessus et les configurer. Un autre petit truc cool, qui est vraiment très pratique, c'est qu'on a rajouté du copier-coller pour les scripts. Donc, je vais essayer de faire une démo en live, mais évidemment, comme toutes les démos de live, elle ne va pas marcher. Donc, hop, j'ai mon application à gauche, j'ai mon Blender à droite. Donc, on va commencer par tester ça déjà. Voilà. Donc là, je suis sur le Wi-Fi Microsoft.
Ok. Donc ça marche, c'est cool. Là, je me dis, ah là là, mon cube, le script que j'ai fait, c'est vraiment génial. Je suis un fou furieux de l'algorithmique. Les réseaux de neurones à côté, c'est que dalle. J'ai fait tourner un cube, ok. C'est tellement ouf que je vais faire tourner un autre cube. Le mec ambitieux. Et donc, je vais copier le script avec le petit bouton qui est ici. Je vais sélectionner un autre objet et je vais faire, hop, copier le script. Et là, par exemple, je trouve qu'il tourne un peu vite, par contre. Donc, je vais diminuer sa vitesse de rotation. Je vais la diviser par 10. Voilà. Ok. Donc ça, c'est en temps réel dans la scène. Et donc, on peut faire plein de choses très, très marrantes avec ça et voir directement dans l'app ce qui se passe. Ce qu'on a rajouté aussi, c'est la synchronisation automatique des matériaux et des textures. Donc, par exemple, là, je ne vais pas prendre le risque de faire le test, mais quand je recalcule les light maps, elles vont être automatiquement transmises à l'application. Donc, le graphiste, il se balade dans l'app, il fait « Ah, l'éclairage, il est pourri ici ». Il change les réglages dans Blender, il appuie sur un bouton, ça recalcule la lightmap, ça prend éventuellement 5 à 10 minutes, et puis après, en temps réel, ça va la retélécharger, la mettre à jour dans l'app de façon transparente. Et donc il peut vraiment laisser l'app tourner tout le temps, et modifier tout ce qu'il veut, et ça va recharger. Un autre truc qui est vraiment fou aussi, c'est dans Visual Studio. Je ne sais pas si vous savez, mais on peut modifier le code pendant qu'il tourne. Donc vous mélangez ça, le Edit and Continue, et la possibilité de changer les valeurs de script en temps réel, et vous avez une app qui tourne tout le temps, et vous changez le code, et vous changez toutes les valeurs, tous les paramètres, et ça se lit directement dans votre app en temps réel. Voilà. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir faire ça sur un périphérique distant notamment. C'est vraiment très très pratique. Donc c'est très modulaire, on peut facilement copier-coller des scripts, ça c'est vraiment génial. Edit and Continue, c'est cool. Copier-coller des scripts, live sync, tout ça, c'est vraiment badass. Au niveau du workflow, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, dès que vous allez run l'application, on a notre converteur. Vous vous rappelez la fameuse brique orange, là, le converteur qui est normalement côté serveur. Et ben en fait, il va aller prendre tous vos PNG, en faire des points textures compressés, optimisés pour Android et ou iOS et ou HTML5 et ou whatever. Il le fait à votre place. Il va prendre tel ou tel point PNG, tel ou tel point JPEG. Il va tout convertir pour vous. Ce qui fait qu'en fait, dans votre app, Blender, le script Blender, il va vous sortir en fait un répertoire qui s'appelle Converted, dans lequel en fonction de la plateforme, vous avez les assets qui ont été convertis au bon format directement. Donc là j'ai 7 HTML5, puis là j'ai 7 Linux. Voilà, donc quand je vais publier mon app après, que je sois en HTML5 ou sur iOS, je vais jamais prendre des assets qui servent à rien et j'aurai toujours des textures compressées et des fichiers optimisés pour la plateforme que je veux utiliser. Et donc ça, c'est les graphistes qui le font. Hein. Finalement, nos graphistes, ils font tellement de trucs maintenant qu'il faudrait peut-être les augmenter, je sais pas. C'est enregistré ou pas ça? C'est pas enregistré là? Non? C'est enregistré? Merde, bon. On peut couper. C'est ça. Oui, mais pour l'instant, c'est pas moi qui le paye, donc ça me... C'est ça. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est des graphistes qui peuvent le faire et vraiment paramétrer la qualité des textures compressées, etc. Pouvoir, par exemple, les scaler. J'ai fait des textures en 4K, je veux faire une app Windows de ouf, j'ai fait des textures en 4K ou en 8K, et sur iOS, on n'aura jamais, bah, je peux les scaler en div 2, div 3 automatiquement, mettre un max, etc. Tout ça, c'est fait à votre place. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, Blender, c'est une sorte d'interface, un clicodrome, sur lequel les gens qui ne savent pas utiliser la ligne de commande peuvent utiliser notre SDK et accéder à plein de fonctionnalités que le build system avant permettait de faire en ligne de commande. Donc c'est vraiment devenu trivial. Un petit exemple un peu plus complet, justement, avec des light maps. Je vais fermer Blender. Donc ça, c'est une petite démo qu'on a produite. Justement, le but, c'est de voir combien de temps on mettait à faire ça. C'est vrai qu'en général, il nous fallait, en fait, comme on faisait plein de trucs à la main avant, pour aller faire l'asset. Bon, c'est une chose, faire l'asset, mais en plus, faire l'app qui va avec, ça prenait pas mal de temps. Et là, en fait, c'est une app qui est faite 100% par le graphiste. Donc, il n'y a pas de développeur, en fait, pour faire cette app-là. Donc, c'est vraiment super. Donc, on gagne énormément de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et l'argent, on aime bien ça. Donc, c'est cool. Je meuble. Et donc, on a vraiment une... donc là, on a fait une petite scène d'intérieur, en fait, dans un living room. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment toute la partie éclairage qui est statique, mais qui est très jolie. On a, par exemple, là voilà, les montants de la porte vitrée qui font des jolies ombres. Pareil, par ici. Voilà, on a vraiment des jolies ombres. Et ça, du coup, à produire, bah, ça coûte pas très cher. Parce qu'une fois qu'on a l'asset 3D, on le met dans Blender et tout le reste, c'est notre SDK open source et le plugin open source. Voilà, là sur le sol on a même des jolies réflexions.
etc. Et donc ça, une scène comme ça, pour calculer l'éclairage, sur une machine correcte, ça va prendre une dizaine de minutes. Donc c'est vraiment très très rapide à rendre. Donc maintenant, je vais vous présenter un cas client, parce que ça, on l'a développé pour un vrai usage en fait. Donc un cas client qu'on a fait avec Cofidis Neo pour la centrale photovoltaïque d'Alata. Donc c'était plutôt bien comme coïncidence, c'est-à-dire qu'on travaille sur des algos de lumière et on nous propose de bosser sur une centrale photovoltaïque. Bon, la coïncidence s'arrête là, hein, mais c'était plutôt opportun. Et donc en fait, le projet, il est arrivé en début août. Et donc on devait produire une application relativement complexe. On avait 2 mois. Donc une application en réalité augmentée, une application en réalité virtuelle, et une application de la 3D dite classique, entre guillemets, genre c'est chiant, tu vois, mais c'était compliqué quand même. Et donc on a la réalité virtuelle, c'est assez particulier parce qu'on devait le faire sur iPhone et sur Android. Et au dernier moment, on l'a fait en HTML5 et je vous expliquerai pourquoi. Donc on avait 2 mois pour faire au final quasiment 3 apps différentes sur 3 plateformes différentes au moins. Et donc il fallait aller très très vite. Il fallait tout designer, il fallait faire tous les assets, il fallait tout développer, etc., etc. Donc je vais vous montrer une petite démo quand même qui est mieux que juste des screenshots. Donc le but c'est de permettre de présenter aux gens en fait une centrale photovoltaïque donc qui est à Alata en Corse, près d'Ajaccio. Et donc il y avait 2 choses importantes. Il y avait un plan global en fait du site. Et puis il y avait aussi chaque équipement, parce qu'ils voulaient mettre en avant les équipements qui étaient sur le site. Donc le premier truc sur lequel on arrive, c'est un petit plan sur lequel on peut zoomer, dézoomer. Okay. Et en fait là par exemple, il y a un développeur qui a fait le script de zoom, dézoom, et c'est un graphiste qui après allait mettre les bounds physiques, allait mettre la vitesse de zoom, dézoom, etc., etc. Et c'est lui qui l'a réglé directement. Là on voit des flux par exemple, des petits flux qui sont animés. Donc ça en fait en fonction de l'heure de la journée. Alors voilà, on a le jour-nuit, donc on a des heatmaps de jour, heatmaps de nuit. C'est le graphiste qui les fait. Et après, il a un script pour dire si c'est plutôt le jour ou plutôt la nuit. Donc il fait vraiment énormément de travail. Là, on voit que les flux ils sont ralentis. Puis quand il y a plus de lumière... Ok, effet démo. Il va falloir me croire sur parole. Quand il y a plus de lumière, les flux vont donc beaucoup plus vite. Et donc tout ça, c'est des scripts qui vont animer la 3D et qui sont réglés par le graphiste. Donc ici, on a un exemple d'équipement. Donc ces équipements qui sont extrêmement rudimentaires, okay, c'est des containers un petit peu comme les shipping containers que vous avez sur un bateau. Et donc c'est assez difficile en fait de mettre ça en valeur et de rendre ça un petit peu joli, un petit peu sexy. Et donc c'est des surfaces qui sont vraiment très très simples. Et donc c'est pour ça que ça nous a paru important de travailler l'éclairage. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce qui rend vraiment l'objet visuellement crédible à l'écran, c'est vraiment toute la partie éclairage. Je vais les activer juste après, vous allez voir. Il y a des choses qu'on ne voit peut-être pas ici. Peut-être qu'on peut assombrir encore un petit peu, s'il vous plaît, pour qu'on voit mieux l'écran. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que donc, on est allé, vous voyez derrière une skybox en fait, qu'on a prise sur Street View, à l'endroit précis en fait, où est l'objet. Et on s'est servi de ça pour calculer l'éclairage. Donc on n'a pas juste une lumière discrète, on a vraiment tout l'environnement qui vient éclairer le container. Donc là, par exemple, vous voyez ici, au-dessus, donc on a des éclairages plutôt orangés. On les voit aussi ici. Donc ça, c'est un éclairage qui vient du sol, parce que le sol en fait va refléter de la lumière qui a réfléchi sur la terre et sur le sable, et qui va remonter ici. Donc on a des éclairages plutôt orange. Et puis à l'inverse, sur le dessus, on a des éclairages plutôt bleus, qui viennent du ciel. Et donc ça, c'est des choses que votre œil ne voit pas forcément en fait, mais qui derrière font que à l'écran, c'est beaucoup plus crédible que si on avait quelque chose de calculé de façon naïve avec juste une lumière directionnelle. Donc ça vraiment qui fait que le rendu est sympa. Autre chose, ici par exemple, on a de la radiance rouge. On a cette grosse bonbonne, que je ne sais pas à quoi elle sert d'ailleurs, qui va irradier en fait de rouge. Il va y avoir de la réverbération. Le rouge va aller sur le mur qui est juste à côté. Ça, pareil, vous ne le voyez pas franchement à l'écran, instinctivement, mais c'est ça qui fait que votre œil il trouve vraiment l'image crédible et intéressante à regarder. Et donc ça joue beaucoup. On a un petit effet de zoom pour aller à l'intérieur. Voilà. Et donc là, par exemple, grâce au fabuleux éditeur de shader de Firefox, je peux faire ça. Ou pas. Non, c'est pas ce que je veux. Voilà, c'est mieux. Donc je vais recharger la page pour avoir l'éditeur de shader de Firefox. Et donc je vais vous montrer un truc au passage. C'est que nos shaders, ils sont imbouffables.
Donc je vais revenir sur l'objet que j'étais en train de regarder. Et donc là, on va voir nos shaders. Alors, c'est lequel qu'il est utilisé? Voilà, c'est celui-là qui est utilisé pour toute la partie extérieure de l'objet. Donc, c'est juste trop nice. Ça. Voilà. C'est ça, pour avoir ça sur votre iPhone ou sur Android, il faut le profiler. À chaque GPU, il y a un profiler différent. Pour avoir ça aussi facilement sur mobile, c'est super chaud. Et donc là, on voit nos shaders. Alors, nos shaders, ils sont franchement imbouffables. Je ne sais pas si je peux zoomer, je vais essayer. Je peux pas. Mozilla. Il est où le mec de Mozilla? On peut pas zoomer dans le debugger. Donc ils sont imbouffables. Pourquoi? Parce qu'en fait, on utilise un truc open source qui s'appelle GLSL Optimizer, qui prend votre code et l'optimise. Et donc nous, à chaque fois que vous allez mettre du code sur le GPU, on va l'optimiser automatiquement à la volée. GLSL Optimizer, pour la petite histoire, c'est open source. C'est développé sur la base du compilateur GLSL Mesa, fait par Intel. Donc là encore, merci l'open source. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que c'est maintenu et développé par Unity. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que on prend tout ce code C++. Mesa, c'est comme une implémentation OpenGL Linux. Donc en termes de barbaritude du code C, C++ qu'il y a dedans, on est vraiment à un niveau extrême. Bon, ça compile. Non, mais c'est dit gentiment. Mais donc ça compile en JS, et donc je vais pouvoir optimiser mes shaders en JS très facilement. Et donc j'obtiens des shaders qui sont beaucoup plus simples. Donc là, par exemple, on a le shader qui a été optimisé. Je vais vous montrer en fait le shader original, juste pour le kiff. Le shader original, il gère plein de cas avec éventuellement plein de lumières. Là, il n'y en a aucune, donc c'est facile, parce que toutes les lumières sont remplacées par des textures précalculées. Mais donc pour vous montrer, il est où? Voilà, donc normalement c'est un éclairage dynamique de Phong. Alors là il y a plein de include que je vous montre même pas. Donc là il faut imaginer qu'il y a 1000 lignes de GLSL déjà. Et donc je vais scroller. Voilà, ok, voilà. Et en plus c'est écrit par un être humain, à savoir en grande partie moi, donc c'est sûrement très mal écrit. Donc GLSL Optimizer il le fait à ma place et c'est plutôt cool. Et on s'est rendu compte que sur mobile ça faisait une grosse différence. Donc là le code qu'on obtient en sortie c'est ça. Parce qu'il va virer tout ce qui est inutile, etc., etc. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment le calcul Vin Diesel. Le calcul Vin Diesel, où on a à gauche la diffuse, donc notre gros Vin Diesel moche, fat and curious, et à droite, on a son t-shirt. Okay, donc c'est deux textures, ma diffuse map et ma light map. Et donc en fait, il suffit que je fasse ça et je commente la partie de droite, et voilà, j'ai plus d'éclairage, et c'est moche. Et si je mettais une lumière toute simple, ce serait quasiment tout aussi moche. Voilà. Et donc là j'ai pété mon shader, mais c'est pas grave. J'ai qu'à faire F5. Donc c'est vraiment super. Et grâce à WebGL, je vais débugger ça facilement. Donc c'est vraiment pas mal. Que montrer d'autre là-dessus? Il y a d'autres modèles 3D qui sont plutôt jolis. Et donc ce projet, on l'a commencé en août et on l'a rendu donc vendredi dernier. Et donc en fait, il n'y a aucune lumière en fait. Il n'y a plus aucune lumière, tout est complètement statique pour que ça tourne sur les PC tout moisi en fait, éventuellement tout moisi du client. Voilà, donc normalement ça coûte vraiment pas cher et ça tourne très bien sur un mobile. Merci. Alors pour montrer rapidement à quoi ça ressemblait justement dans l'éditeur graphique, puisque c'est les graphistes qui ont fait vraiment 90% du travail. Donc là, j'ai mon terrain en fait dans Blender. Vous voyez en orange les gros pipes orange, en bleu les pipes bleus. Donc c'était censé pouvoir montrer en orange c'est le photovoltaïque, en bleu c'est les batteries. Donc il y a une sémantique absolument magnifique, j'ai envie de dire. Enfin, c'est vraiment des mecs puissants qui ont réfléchi à ça. Il faudrait leur demander de nommer des trucs parce que je suis sûr que sur WebGL, ils nous trouvent un truc super. Et donc là, il y a un script qui va gérer en fait tout le pulse, en fait, l'effet de pulse qu'on voit, avec plein de variables avec lesquelles le graphiste peut jouer pour avoir des effets différents et variés. Donc par exemple, pour que le client soit content, on a fait une scène avec 3 bouts de tuyaux, et puis on lui a envoyé, le graphiste a fait 3 réglages différents dans le script, il a compilé une app HTML5, et on a envoyé ça au client, et directement le client a vu cette petite app, cette petite scène, et il a pu décider lequel il trouvait le plus pertinent en fonction du message qu'il voulait faire passer. Donc notre graphiste, il n'est même pas de développeur, quoi. Vraiment, le graphiste, il a fait sa scène, il a réglé tout, et il a pu compiler une app HTML5 en un clic. Donc c'est vraiment très pratique.
Un autre truc super utile, le terrain. Toujours difficile de rendre un terrain. Et donc généralement, en fait, pour rendre un terrain, on fait ce qu'on appelle du texture splatting. Donc on va utiliser plusieurs textures. On va colorer les vertex. Quand c'est plutôt rouge, ça va être de la terre. Quand c'est plutôt vert, ça va être de l'herbe, par exemple, quand on va colorer les vertex. On a remarqué que finalement, les graphistes ils vont modifier les scripts. Et c'est assez dur de versionner ça, en fait. Tout est dans la scène 3D. Donc on voudrait exporter en fait, la configuration des scripts dans des fichiers qui sont à côté et qu'on peut plus facilement versionner. Ce qu'on veut aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand vous faites un git clone du dépôt, vous devez ouvrir tous les fichiers Blender et les exporter à la main. C'est horrible. Et donc on voudrait que ça aille dans les deux sens, que Blender appelle le build system, comme c'est déjà le cas, mais que le build system puisse appeler Blender pour exporter les scènes. Et comme ça, vous pouvez automatiser la build de votre app, faire de l'intégration continue, faire passer des tests. Voilà, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Mieux gérer le chargement dynamique. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on charge une scène, et puis après, les transitions l'une à l'autre, c'est vraiment chaotique. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Puis après, gérer la physique. Parce que pour l'instant, pour faire de la physique, on met des grosses formes et puis on appelle ça collider. Et c'est transformé après en collider physique. Donc il faudrait mieux tirer parti, puisque Blender a toute une API pour définir des colliders physiques et tout, très riche, qui marche normalement assez bien avec Bullet, parce qu'ils utilisent Bullet eux-mêmes dans leur moteur temps réel. Voilà. Dans les autres ajouts qu'on veut faire, dans l'automatisation, comme on a une plateforme qui est faite pour gérer des assets 3D relativement volumineux, ben on va faire en sorte que quand vous allez mettre votre asset sur la plateforme, sur le cloud, on va directement passer Blender dessus et vous générer toute la partie éclairage statiquement directement. Voilà, ça c'est dans les projets futurs à faire côté cloud. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Au niveau de Blender, il y a déjà des modules en standard qui permettent de faire le baking de Lightmap et de choses comme ça. Vous avez modifié quoi par rapport à ça? En fait, vous avez mis une interface qui est plus complète, plus universelle, mais il permettait déjà d'en faire une partie. En fait, dans Blender, donc il y a un bouton Bake oui, tout à fait, qu'on peut montrer, qui est juste là. Faut que je le trouve, mais il existe. Ouais. Il y a un truc Bake quelque part. Il est là, en dessous de post-processing. Non, Bake. Ouais, c'est pas con. Ouais. Donc il y a un bouton Bake. En fait, il donne pas forcément tous les paramètres pour pouvoir baker correctement les objets. Il va pas faire aussi tout ce qui est UV. Il va pas les créer directement. Donc en fait, c'est Bake. On est plus au niveau du proof of concept qu'au niveau d'un vrai workflow complet. Voilà. Donc au niveau du bake, on a vraiment rajouté ce qu'il fallait, par exemple pour pouvoir baker un seul objet, pas toutes les scènes, pour pouvoir exclure certains objets du bake. Par exemple ici, sur mon objet, je vais pouvoir lui dire tiens, tu désactives les light maps sur cet objet-là, je vais pouvoir surcharger les valeurs par défaut, pouvoir dire tu auras une texture plus grande en calcul et puis exporter en plus petit après, enfin des trucs comme ça, vraiment adaptés au temps réel. Le nombre de samples aussi. C'était pas mal disséminé en fait partout dans Blender. Et là, il y a des petits panneaux à chaque fois plus pratiques. Et le module, là, il est téléchargeable, ça c'est open source et accessible aussi, ou ça reste votre propriété pour le moment Alors, ce sera open source, c'est pas encore téléchargeable, notamment parce que la brique qui fait la conversion des fichiers, justement, elle n'est pas open source, donc il faut qu'on réfléchisse à comment on va distribuer ça. Mais le but, c'est que ce soit open source avant la fin de l'année, voilà, et que les gens puissent contribuer. Donc c'est vraiment 3 ou 4 000 lignes de Python, donc c'est vraiment tout petit, hein, donc c'est assez facile à modifier et à enrichir. Et ça deviendra un script Python qu'on pourra venir intégrer dans Blender, ou il sera inclus dans la distrib C'est déjà le cas en fait, c'est un plugin Blender Python. Donc tu peux le télécharger. Install from files, .pi, et puis hop. C'est ça, exactement. Okay. Donc tu mets dans le répertoire des scripts, tu coches la case et il s'installe. Oui, tout à fait, comme tous les autres Odin Blender, quoi. Ouais, très facile à installer. D'ailleurs, il est même déjà documenté et tout. Donc il est vraiment fait pour être... il y a un readme et tout qui est assez... Ok. Super boulot, hein, merci. Pour tous les graphistes Blender qui galèrent avec ce genre de choses, ça va nous gagner un temps fou. Ouais. Merci. Merci beaucoup. J'ai vu que vous avez passé vous êtes passé donc du coup d'un environnement fermé Adobe à un environnement ouvert Blender. Mais alors du coup, pourquoi un format propriétaire ? Pourquoi un format propriétaire ? Ouais, enfin le point scène et le point texture du coup. Alors le point scène et le point texture, ils sont pas propriétaires, ils sont ouverts, ils sont dans le SDK.
Ce qui est propriétaire, c'est un binaire en fait qu'on utilise sur notre plateforme cloud qui fait de la conversion d'assets et qui prend quasiment 100 formats d'assets différents et va les convertir à ces formats ouverts justement. Pourquoi est-ce que ce binaire il est pas open source? Parce que c'est une des briques de la plateforme en fait qui permet, c'est une des grosses valeurs ajoutées de la plateforme. Donc il faut qu'on arbitre à un moment ce qui est ouvert et ce qui n'est pas ouvert. Tu pourrais très facilement recoder, très facilement. Non, parce qu'on est quand même vachement malin. Mais tu pourrais recoder ce truc-là avec le SDK open source sans trop de problèmes. Tout ce qui est important est dedans. Mais par exemple, il y a plein de libs aussi qui ne sont pas forcément open source, qui sont dedans. On a une licence qui est assez contaminante, qui est très très libre. Je sais pas, il y a plein de trucs à vérifier en fait avant de pouvoir le faire. Toutes les libres de compression de textures, parce que tu dois gérer les textures compressées pour Windows, pour Mac, pour Linux, etc. Elles sont pas forcément open source, et donc il faut vérifier avant de sortir un truc que c'est possible de le faire, quoi. Voilà. Donc on open source un maximum de choses, notamment tout ce qui est outil développeur, on essaie de l'open sourcer. C'est pour ça que ça, on est un peu emmerdé, parce que c'est un outil pour développer, mais ça repose quand même sur un binaire qu'on utilise et qui n'est pas open source. Donc comment on va régler ça? Aujourd'hui, en fait, comment ça marche? En fait, Blender, il va exporter en FBX, et après notre converteur, il convertit le FBX. C'est barbare comme process. On a fait des apps complètes avec, sans trop de problèmes. Dans un futur proche, c'est qu'on ne va pas exporter en FBX, on exportera directement en fait dans nos formats à nous, et donc on ne passera plus par un converteur qu'on veut garder propriétaire. Voilà. D'accord, parce que là, si j'ouvre un point scène, du coup, il y a quoi dedans? Si tu ouvres un point scène, c'est possible déjà? Oui, tu peux. Oui, encore une fois, tout le format il est open source, il est ouvert, et dans un point scène, tu as vraiment toute la scène 3D directement. D'ailleurs, les scripts, comment ça marche? En fait, les scripts, quand tu travailles dans Blender, il y a un truc super qu'ils ont prévu, c'est tout ce qui est custom properties que tu vois là en fait. Par exemple, j'ai mis un script ici, là. Comment je fais pour que mon script, quand je charge la scène, il soit créé, exécuté et puis paramétré correctement? En fait, les scripts, ils sauvegardent toutes leurs valeurs. Tu vois ici, c'est serialisé sous forme de paires clés-valeurs dans les métadonnées en fait, de l'objet ou de la scène. Et donc en fait, notre converteur, il va charger ça dans le FBX et puis le conserver et s'en servir pour initialiser les objets après. Donc dans le point scène, tu vas avoir tout ce qui est métadonnées, un format ouvert, encore une fois, c'est géré par le FBX, c'est géré par notre format à nous. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour que ça marche correctement, le plugin Blender, il va... Où est-ce que c'est? Parce qu'il ne faut pas croire, mais c'est pas si simple que ça en fait de faire du C++ dynamique comme ça. Et donc en fait, il va générer du code, le plugin Blender, à chaque fois que vous lancez l'application. Voilà. Parce que comme on n'est pas en JavaScript, nous on est en C++, on ne peut pas appeler du code dynamiquement, mais il va générer de l'introspection en C++ qui pourra être utilisé. C'est ça qui fait que je peux ajouter un script au runtime, que je peux le configurer au runtime, que j'ai accès à ses définitions, etc. Et donc là, pareil, c'est des choses qui sont stockées dans des CPP qui sont générées à côté. Voilà. Donc les données de script, les réglages sont dans les fichiers scène, et après le code du script et les données d'introspection sont écrites à la main ou alors générées dans du code C++, comme ça. Ok, merci beaucoup. Alors, moi, j'avais une question plutôt sur la création en elle-même de scènes, parce que bon, c'était très intéressant, mais tu as fait fuir tous les graphistes qui nous écoutaient sur le live. Ça, c'est en fait pour rassurer. Est-ce que il y a tout le travail de création se concentre dans Blender ou il est possible d'utiliser toujours les outils de prédilection d'un graphiste? Parce que j'imagine que comment ça s'est passé le changement en fait pour votre équipe, par exemple? Tu veux dire comment on a expliqué gentiment aux graphistes qui avaient payé une école de graphisme et des licences 3ds Max C'est à peu près ça. Mais en fait, ils travaillent toujours avec leurs outils habituels. C'est juste qu'ils vont exporter en FBX par exemple de 3DS et après ils vont réimporter pour intégrer en fait dans le Blender en fait. Un peu comme quand tu fais du Unity en fait ou du UDK, au final tu exportes un format compatible et tu le réimportes après dans l'éditeur. Donc c'est exactement la même démarche. Oui, super. C'est voilà, donc normalement ce que je pensais. Quelqu'un qui a fait du 3DS avec du Unity ou du UDK, pour lui ça va être pareil quoi.
vont aller vers les mêmes habitudes normalement. Et pourquoi vous utilisez FBX et pas Collada? Parce que Collada c'est censé pouvoir tout être très universel comme format. Tout à fait, puisque ça non plus, ça va pas dans une logique d'ouverture et d'accessibilité, puisque c'est un format qui est un peu, qui est ouvert de facto, parce que Autodesk va encore faire chier personne, mais il n'y a pas vraiment de vrai spec. En fait, c'est parce que dans le plugin Blender, dans Blender, le FBX, il va exporter justement les métadonnées que je viens de montrer, et le Collada non. Donc ça fait 2 ans qu'il y a une issue ouverte sur l'exporteur Collada qui n'exporte pas les métadonnées. Et donc on n'aurait pas les paramètres des scripts, on ne pourrait pas les instancier avec les bonnes valeurs et les faire tourner. Donc on est passé par FBX et justement c'est un des fixes qu'on a fait, c'est de serialiser toutes les valeurs, ce qui n'était pas le cas avant, pour que l'exporteur FBX il ait toutes les métadonnées à l'intérieur. Voilà. Ouais, du coup, tu parlais de limitations au niveau de 60 fps, etc. Dans WebGL. Et Ouais. du coup, pour te rassurer, ça arrive. Il y a du boulot là-dessus. Tu les auras tes 120 fps dans le web. J'en profite pour dire que si tu veux en profiter, il y a probablement moyen que tu sois obligé de bouger ton rendu dans un worker. Donc si tu veux architecturer ton moteur Parce de que rendu, c'est aussi un truc qu'on ne peut pas faire, c'est avoir des rendus dans des workers pour l'instant. Ouais. Et donc ce serait C'est le intéressant. spec qui est en train d'être travaillé. Il y a une implémentation dans Gecko qui est encore un petit peu... genre on peut faire du WebGL dans le worker, mais on a des problèmes de vsync pour le moment parce que voilà, il y a une personne qui travaille dessus. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont... il y a de la pression au niveau de l'industrie du jeu vidéo et de la réalité virtuelle. Et du coup, c'est des choses sur lesquelles à la fois Chrome et Firefox en tout cas travaillent. Donc c'est des trucs qui viendront, quoi. Faut pas se décourager. Super, Super concis. merci. Ah merci, si vous avez d'autres questions. Ah non. C'est le mec qui garde sa question, il fait il y a personne, pendant 10-15 secondes, il fait ça va être moi le dernier, c'est trop bien. Ouais, j'ai une question sur le workflow là, d'export MScriptM, enfin C++ ou MScriptM vers WebGL. Je me demande si vous ne galérez pas énormément sur l'export des shaders que vous écrivez, j'imagine, en GLSL. Comment vous faites pour les extensions et tout ça qui sont peut-être dans OpenGL et pas dans WebGL et tout ça? Des ifdef. En fait, il y a un système en fait dans Minco. Les shaders, en fait, donc chaque programme de rendu, c'est un vertex et un fragment de shader. Et généralement, on a même des programmes de rendu qui font du multipass. Et donc, on a créé en fait ce qu'on appelle des fichiers effects. C'est des sortes de fichiers JSON qui vont répondre à 2 problématiques. D'abord, d'écrire des techniques de rendu plus ou moins complexes en multipass. Et après, aussi permettre de gérer des configurations différentes en fonction de la plateforme, et de pouvoir binder aussi tes valeurs GPU avec des valeurs CPU. Je vais te montrer un exemple très rapidement. C'est ça qui fait en fait que sur le GPU, on a finalement très facilement accès à beaucoup d'informations sur la plateforme qui est en train d'exécuter le code, et donc de facilement faire des shaders qui, dans le code, vont gérer beaucoup de cas différents. Donc notamment, nous, on sert pas mal de l'extension de LOD pour pouvoir choisir la bitmap qu'on veut quand on veut faire du PBR par exemple, ou alors quand on veut streamer des textures. Ça c'est une extension par exemple qui n'est pas disponible partout, et donc on gère ça avec des ifdef. Donc j'essaie de te trouver un exemple. Donc ici par exemple le Fong Effect, c'est un effet en fait qui va faire du rendu Fong. Donc en fait on va en JSON décrire ce qu'on appelle des techniques qui vont avoir plusieurs passes, et chaque passe on va pouvoir étendre d'autres passes qui viennent d'autres effets, etc., etc. Et ce qui est vraiment important, c'est ce qui est là, pour ta question, ce qu'on appelle des macro binding. Donc en fait, je vais pouvoir dire, tiens, la macro, pour dire il a une normal map, elle va être bindée à telle valeur disponible dans l'application sur le CPU. Et donc dans mon shader, cette macro va être automatiquement définie si la normal map, si la valeur qui est là existe ou pas. Et donc ça me permet, par exemple, de savoir si je suis sur iPhone et si j'ai une normal map, voire même si je suis sur iPhone en HTML5 avec une normal map, et pareil pour les extensions, etc., etc. Et donc effectivement, tu finis assez rapidement par avoir des gros bordels de ifdef, mais c'est un petit peu le seul moyen de le faire. Donc par exemple, là tu vois une implémentation où on gère le streaming de textures.
bah voilà, tu as des if en fonction de la version d'OpenGL, en fonction de si une extension est définie ou pas. Mais voilà, heureusement, on peut binder tout ça au GPU, entre le GPU et le CPU facilement grâce au fichier effect et réutiliser le code avec des includes. Voilà, donc on n'a pas trop à s'emmerder, c'est pas trop un problème. On a plutôt des problèmes des fois où le code même se comporte pas de la même façon sur certains GPU Android par exemple, ou des choses comme ça. Là où on peut faire aucun ifdef en fait, et donc on doit changer le code, des trucs comme ça. Et c'est aussi une qualité aussi de l'optimiseur que j'ai monté juste avant, c'est que tout ce gros bordel, tu vois, de ifdef, machin et tout, lui il va passer dessus, il va te virer tout ce qu'il faut directement, normalement de façon intelligente, il va refactoriser ton code et tout. Donc toi tu es assez libre de faire ton code avec tous les ifdef qu'il faut, et derrière normalement tu as le meilleur shader possible pour la plateforme quand ça tourne dans le runtime. Mais du coup ça implique d'optimiser le shader au runtime. Parce que sinon, il faudrait que tu connaisses toutes les valeurs à l'avance et tout. Et dans le cas de WebGL, par exemple, c'est effectivement très compliqué. Ouais. Merci.